On va commencer notre petite réunion en cette veille d'anniversaire de la mort de Louis XVI et cette veille de marche pour la vie, alors que le taux de natalité en France n'a jamais été aussi bas. Nous avons connu en 2023 un record en termes d'avortements. Nous sommes passés à 230 000 avortements cette année dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, avec quelques amis, nous avons souhaité faire cette petite réunion avec Sébastien Monsieur K, qui fait partie du comité directeur de l'Action française et qui est journaliste bien connu, judéo-critique, comme l'on pourrait dire ici, sur le thème suivant, 230 ans de culture de mort, que faire? Donc Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup à tous d'être venus et vive la France. Merci, chers amis, d'avoir bravé le froid pour cette réunion entre amis, pour cette petite journée d'Action française, d'amitié d'Action française entre nous, sur ce thème important de la culture de mort depuis 230 ans, comme vous l'indiquait à l'instant notre président Clément Gauthier. Je vais essayer d'éclairer en fait ces 230 ans en essayant de trouver des critères d'unité, c'est de comprendre en fait ce que nous vivons. Les faits, vous les connaissez, les premiers chiffres vous ont déjà été donnés. Premier chiffre important, 700 000 naissances seulement en France cette année, et un taux d'avortement record. Vous savez aussi l'actualité internationale, il y a le génocide, j'allais employer l'expression à bas bruit. Je ne sais pas si on peut encore employer cette expression au vu du tonnage de bombes qui tombent sur Gaza quotidiennement, mais enfin disons un génocide qui ne dit pas son nom, en tout cas un génocide qui n'est pas vraiment nommé dans les médias, même si certains s'y osent, en particulier à l'étranger, parce qu'en France, en fait, cette parole est presque interdite, ce qui n'empêche pas les représentants de l'occupation israélienne en France, comme Meir Habib, de parler de la population palestinienne comme d'un cancer. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le premier cancer, ça n'a pas été la population palestinienne. Il y a des épisodes précédents, bien sûr. Il y a eu le cas de l'Angleterre dans les années 1600 et quelques, avec la mort du roi décapité lui aussi par la banque, puisqu'on sait que ce sont les hommes qui venaient dans les valises du prince d'Orange qui ensuite prendra le pouvoir, qui ont fait ce coup d'État. Mais si je laisse de côté ces prodromes, si vous voulez, à la culture de mort sous laquelle nous vivons depuis presque 2 siècles et demi, et que je ne m'intéresse qu'au cas de la France, il faudrait commencer par parler de la Vendée. Parce que bien sûr, il y aura, ensuite nous y reviendrons, l'épisode de l'assassinat rituel de Louis XVI, mais il faudrait d'abord s'occuper de cette histoire de la Vendée. Or, ce qui est très intéressant à observer, ce sont les termes qui sont employés et les pratiques politiques qui ont cours à l'époque et qui sont très semblables à ceux que nous vivons aujourd'hui. Je prends quelques exemples. Changement du calendrier. Alors aujourd'hui, on nous parle de wokisme, de gauchisme, etc. Mais je remarque qu'à l'époque, il n'y avait ni woke ni gauche, et pourtant, il y avait déjà cette habitude qui avait été prise de tout renommer. Débaptiser le nom de ville où il y avait le mot saint, changer le nom des jours, changer même l'ordre des jours de la semaine, puisqu'il n'y avait plus de semaine, il y avait une décade, changer le nom des mois et tout ramener uniquement à des choses matérielles. Je ne me souviens plus, parce que je ne suis pas très départementaliste et je ne suis pas non plus un féru du calendrier révolutionnaire, mais vous voyez, on va parler de fructidor, on va parler de vendémiaire, en fonction en fait du climat. Donc vous voyez, en fait, on passe d'un calendrier marqué par le rythme de l'année liturgique, c'est-à-dire de la vie religieuse, à un calendrier parfaitement matérialiste en réalité. Naturaliste, diraient certains. Débaptisation des noms de villes, vous disais-je également. Et puis, un lieu va être renommé aussi. La Vendée sera vengée. Alors, que se passe-t-il en Vendée? On va y massacrer, on va y assassiner, y compris les femmes et les enfants. Les femmes enceintes seront éviscérées. Jusqu'à, alors les chiffres varient, certains, la fourchette basse, c'est 250 000. Certains parlent d'un demi-million, certains parlent de 600 000. Enfin, une chose est sûre, c'est que la Vendée
selon les mots mêmes des représentants de la Convention nationale, est devenu un cimetière. Donc on pourrait dire, pour oser une figure de style un peu, disons, moderne, on pourrait dire que les premiers Palestiniens, ce sont les Vendéens. Alors évidemment, quand je dis Vendéens, il faut inclure aussi là-dedans, il faudrait ajouter les Bretons, les Normands, les fédéralistes lyonnais, les insurgés provençaux, les Chouans du Berry, etc. Donc en fait, vous constatez déjà un premier événement, une première irruption dans l'histoire française et dans l'histoire du monde, qui est cette habitude de tuer les gens pour les conformer à un projet politique. Ce qui est extraordinaire, c'est que des mots vont apparaître dans la science politique pour désigner ces courants. Par exemple, on va parler de jacobinisme, on va parler de libéralisme. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le libéralisme en France s'impose. Donc le libéralisme, c'est-à-dire la destruction du monde du travail, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes ce soir et je vous remercie. Vous serez sensible peut-être à cette remarque. Le monde du travail va être désorganisé par la Révolution française, comme la Vendée sera transformée en cimetière par les mêmes. Je rappelle simplement que ce sont les lois d'Allard et Le Chapelier qui mettent fin au droit de s'organiser en dehors de l'État. La loi Isaac Le Chapelier. Il y a eu il y a quelques mois, vous le savez, la sortie d'un film assez remarquable, même s'il avait quelques faiblesses artistiques qui méritent d'être remarquées. On peut toujours discuter des mérites cinématographiques d'un film, de ses mérites artistiques, de ses défauts. Alors, premier problème auquel ce film a été confronté, évidemment, c'est la notion de moyens. Hein. Mais c'était un film très méritant, parce qu'il a eu... il a eu pour fonction de remettre finalement au cœur de l'actualité culturelle cet épisode de la Vendée. C'est bien sûr Vaincre ou mourir. Alors je vais vous raconter un petit épisode de ma maigre existence, mais qui est en elle-même assez révélatrice. Je suis allé voir ce film et j'ai constaté quelle France se rendait dans les salles de cinéma. J'ai regardé, donc j'ai vu un abbé en soutane, des familles françaises sorties de la messe probablement, encore endimanchées. Voilà, c'était la France, disons, de la manif pour tous, pour faire simple. Et je la voyais, si vous voulez, je regardais ces familles où il y avait quand même pas mal d'enfants, avec le regard d'un auteur de la Rome sur le déclin, si vous voulez, au bord du précipice, et je les voyais comme des familles de patriciens. Et je voyais un monde englouti, ou presque tout à fait englouti, et je voyais ce film comme étant le dernier signe, si vous voulez, d'une tentative de résistance culturelle afin de ne pas mourir, enfin sans avoir poussé un dernier cri au moins. Bon. Et je me disais, regardant ce film, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que ces gens comprennent de l'épisode qui est raconté dans le film? Qu'est-ce que le public y comprend? Alors, les gens ont applaudi à tout rompre à la fin du film, ce qui n'était pas volé. Hein. J'ai moi-même été emporté, je dois le dire, par le jeu de l'acteur, par l'histoire, même si on connaît la fin, bien sûr. Mais cela a suscité quelques remarques. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que ces gens comprennent de ce qui s'est passé à cette époque? Et la réponse, c'est rien. Ils ne comprennent rien et ils n'ont toujours pas compris à qui ils avaient affaire. Car qui a massacré la Vendée? Alors oui, les Jacobins. Alors ça, c'est un mot, si vous voulez, commode pour désigner un courant politique, un club, mais ça ne nous dit rien, en fait, ni de vraiment ce qu'ils avaient pour projet de faire. Alors oui, on peut y ajouter le centralisme, quelques slogans, la liberté ou la mort, l'unité indissoluble de la République, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, enfin tout ça, on connaît. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec ces Jacobins? C'est qui? Je me souviens, dans les années 2000, on parlait aussi d'une autre famille politique très bizarre, un petit peu qui avait des traits communs avec les Jacobins, des anciens gauchistes des universités de la côte est américaine qui avaient rejoint le conservatisme et le parti républicain, et on entendait partout parler entre 2003 et 2006 de néoconservateurs. Bon, on peut creuser, on a fait ça pendant des années d'ailleurs avec mes camarades d'Action française, nous organisions des universités d'été, nous programmions des séminaires d'études pour nos étudiants pour comprendre cette famille politique et essayer de démêler en fait quel était le projet, quel était le but. C'était la grande époque évidemment de la guerre en Irak.
Et nous essayons de comprendre. Nous avons passé des heures à travailler ce sujet. Mais si je fais le bilan, qu'avons-nous vraiment compris de ce qui se passait à l'époque en Irak et dans la politique américaine? Mais je dois être honnête, je dois dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a d'autres événements, bien sûr. On parle de culture de mort. Le mot a été lâché tout à l'heure par notre président Clément Gauthier. Il y a la question de l'avortement. Alors, il y a eu une très faible mobilisation en France contre l'avortement. D'abord parce que les évêques ont décidé que ce n'était plus vraiment... Enfin, c'était pas un courant... Enfin, c'était pas des courants ascensionnels, disons. C'était un courant, un combat qu'ils auraient probablement qualifié bien volontiers d'arrière-garde. Donc il y a eu de faibles résistances. Il y a eu une résistance, je dirais, morale et spirituelle, mais comme nous apprenons des leçons de la politique de l'Action française, les mœurs suivent les lois. C'est-à-dire que vous pouviez à la même époque avoir un auteur comme Jean-Paul Sartre, qui était le phare de la gauche intellectuelle et qui terrorisait tout le monde germano-pratin, que nous disait à l'époque quelqu'un comme Sartre de l'avortement. Pour le savoir, il suffit de lire son œuvre. Je pense en particulier à Huis clos, où il y a un passage où un des personnages, c'est une femme qui se retrouve donc en enfer, parce que Huis clos se passe en enfer, hein, dans une sorte d'appartement avec une petite horloge sur la cheminée, et il y a un huis clos avec 3 personnages, et elle est là pour infanticide. Entendez, on est dans les années 50, avortement. C'est-à-dire que la gauche communiste considérait l'avortement comme un infanticide. C'était clair dans l'esprit de tout le monde. C'était clair aussi dans l'esprit de Madame Thorez, la femme de Maurice Thorez, le grand patron historique et flamboyant du Parti communiste des années 50 et 60 et 40. Maurice Thorez, donc sa femme, dont le nom de famille m'échappe, elle avait un nom composé, était une combattante contre l'avortement dans les milieux ouvriers. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait être un honnête communiste et savoir que l'avortement est toujours un infanticide. Que s'est-il passé depuis? Je vous le disais à l'instant. Quand la loi change, quand quelque chose devient légal, eh bien, d'une certaine façon, les gens considèrent que donc c'est moral. Mais pareil, les gens qui ont résisté, moi j'ai fait partie des milieux de la militance, on va dire, pro-vie, comme on disait. Bon, les mots en eux-mêmes sont absurdes, mais laissons ça. Pro-vie, comme si on pouvait être pro-choix ou pro-vie, bon. Comme si on pouvait être pro-mort, quoi. En soi, les mots sont déjà piégés, mais vous voyez de quoi je parle. On luttait contre l'avortement. Est-ce que les gens, les camarades sympathiques, hein, avec qui nous faisions des opérations d'avertissement de la population, des chapelets de réparation devant les cliniques avec le regretté docteur Dor, est-ce que mes camarades comprenaient à quoi nous avions affaire? Encore une fois, avec le recul, je dirais non. Non, non, non. On savait contre quoi on luttait. Enfin, on croyait le savoir, en tout cas. Nous luttions contre l'avortement. Bien. Mais il y en a bien d'autres, je dirais, des cultures de mort, des aspects à cette culture de mort. Il y a, par exemple, et c'est un véritable fléau dans la jeunesse, la propagation des spectacles impurs et violents, pour ne pas la nommer, la pornographie, qui est véritablement devenue une épidémie qui touche chaque année des publics plus jeunes et toujours plus nombreux. De très nombreux hommes y sont adonnés, ils sont dépendants. On pourrait dire que c'est une maladie presque universelle. Et on en parle beaucoup moins, mais il y aurait une trentaine de pourcents de femmes qui seraient affectées également. Ça aussi, c'est une chose, vous voyez, c'est des choses qui sont très faciles à combattre en réalité. Alors je fais remarquer, à la suite du professeur E. Michael Jones, qui en parle souvent, qu'au moment d'une offensive à Gaza, il y a quelques années déjà, je crois que c'était en 2015, au moment où Israël rentre, non c'était avant, c'était en 2012 je crois, au moment où Israël fait une incursion dans Gaza, il s'empare de la télévision publique gazaoui, et qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ils diffusent du porno en continu sur les ondes télé. Alors, c'est quand même sur le plan militaire, c'est quand même bizarre.
Mais en réalité, les gens qui se sont penchés sur la question vous diraient non, c'est très intelligent parce qu'en fait, la pornographie est une entreprise de démoralisation des populations. Bon, on commence déjà à voir quelque chose. Alors, il a écrit un livre très important, Michael Jones, sur le sujet, que je conseille le public français de se procurer, de le lire. Il s'intitule Libido Dominandi. Alors, le titre en latin prête un peu à confusion. On a l'impression, quand on lit le titre, Libido Dominandi, la domination par le plaisir, enfin par le plaisir, disons comme ça. En réalité, non, c'est un contresens. C'est, littéralement la traduction, c'est la soif de pouvoir. Mais c'est un ouvrage qui est exclusivement centré sur cette propagation des spectacles impurs et violents dans le public. Parce que, encore une fois, une étude pas très poussée de la chose vous convainc rapidement que c'est un instrument de pouvoir. C'est un instrument de pouvoir. C'est-à-dire que cette industrie démoralise et procure donc une population amorphe sur laquelle les puissances peuvent travailler les mains plus libres. D'ailleurs, ce n'est pas moi seul qui le dit ou à la suite du professeur Jones. Il suffit de se référer à la très importante conférence, interview qu'a donné un ancien dissident soviétique, Bezmenov, qui était un spécialiste de la subversion, qui était un membre du personnel diplomatique de l'Union soviétique, et qui a fait défection dans les années 70, et qui vous explique les phases de destruction d'une société, et il y en a 4, et une de ces phases, c'est la démoralisation. Donc on voit bien comment, éventuellement, cette chose s'inscrirait dans un projet de, non seulement de domination, mais également de destruction d'une société. Il y en a bien des façons, encore une fois, d'être morbide, d'entretenir cette culture de mort. Par exemple, la morbidité sur le plan sanitaire, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de notre alimentation. Là, je renverrai, et je le fais en hommage au glorieux combat des Gilets jaunes de 2018, en particulier au document qui avait été produit par les Gilets jaunes de Saint-Nazaire, qui avait fait une sorte de synthèse, on pourrait dire, d'une véritable écologie Gilets jaunes. Malgré quelques points de détail de désaccord, je veux dire, l'essentiel du document est là. Et il prouve qu'il y a possibilité d'accorder les besoins des classes populaires avec, je dirais, leurs besoins les plus immédiats, c'est-à-dire mettre de l'essence dans la voiture, emmener les enfants au judo, toutes les nécessités de la vie quotidienne, et qui était devenu impossible en 2018. La situation, vous l'aurez remarqué, ne s'est pas beaucoup arrangée. Donc la situation, on est au même point, mais cela n'était pas en contradiction avec une véritable aspiration à avoir de l'eau de qualité, un air de qualité, une alimentation de qualité. Quand je parle de qualité, je ne parle pas forcément de label ou de choses comme ça, je parle simplement que les produits soient ce qui est écrit sur l'étiquette. Parce que comme le disait un ingénieur agronome dans le très important film Alerte à Babylone, aujourd'hui, on vous vend des tomates. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu du Magritte. Ça a la couleur d'une tomate, ça a l'apparence d'une tomate, mais ce ne sont pas des tomates, ce sont des pétrotomates. Il en va comme ça de tous les produits agricoles qui sont falsifiés depuis au moins la fin du 19e siècle, si l'on en croit le mouvement ouvrier et la critique. Je pense en particulier au livre Le Sabotage, où tout ça nous est raconté. Comment, malheureusement, les agriculteurs déjà à l'époque, pour survivre en milieu capitaliste, étaient obligés de couper le lait, comment ils étaient obligés aussi de trafiquer toutes sortes de produits agricoles, et donc on a vu une baisse tendancielle de tous les aspects de la vie quotidienne des classes populaires. Le vin, par exemple, le vin est pour vous donner un seul chiffre, le vin, ce sont à peu près en France 3% des surfaces agricoles utiles. Il représente 20% des intrants phytosanitaires. C'est-à-dire que quand vous buvez du vin, malheureusement, vous buvez aussi beaucoup de chimie. Et là, je ne parle que le travail à la vigne, je ne parle même pas le travail à la vinification, qui est une véritable escroquerie, en fait, chimique. Bon. Ce qui n'empêche pas qu'il faut soutenir les viticulteurs. Je m'y emploie d'ailleurs autant que je le peux.
Voilà quelques exemples de la culture de mort, il y en aurait bien d'autres. On constate, quand on veut bien faire le tour de la question, que la France, comme l'ensemble des pays du monde développé, que ce soit, quand je parle de monde développé, entendez ce qu'on appelle l'Occident, quoi, que ce soit l'ancienne Afrique australe blanche, l'Amérique du Nord, l'Océanie et la vieille Europe, partout nous voyons progresser les mêmes phénomènes de désaffiliation, c'est-à-dire que vous assistez à une immense crise de la transmission. Crise de la transmission de la mémoire, on ne sait plus vraiment qui l'on est, d'où l'on vient. Crise de la transmission de l'histoire, par le déficit évident de l'enseignement. Crise de la transmission institutionnelle, je pense ici par exemple au cas de la France, on va y revenir, et de l'assassinat de Louis XVI. Crise identitaire, pourrait-on dire. Crise religieuse, il n'y a plus de pratique religieuse, la pratique religieuse n'est pas transmise dans les familles. Crise morale, hein, c'est ce que disaient les non-conformistes des années 30, ils disaient la crise est dans l'homme. Et puis, crise matérielle, immense crise matérielle. Crise de la transmission des patrimoines par la spoliation fiscale, c'est-à-dire que là, vous voyez bien que les familles ont du mal à transmettre le peu qu'elles ont amassé à leurs enfants, puisque l'État en prend la part belle. Crise de la transmission par la simple stérilité, stérilité qui elle-même est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de deux natures, enfin elle a deux volets, hein. Il y a la stérilité physique, on en a parlé un petit peu, l'eau, l'air, la nourriture, et puis toutes les pollutions, perturbateurs endocriniens, amiante, microplastiques, les cas surabondent, hein, les exemples surabondent. Et puis, donc ça c'est la crise, je dirais, physiologique de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité des hommes et des femmes à transmettre la vie. On voit un immense développement, un boom dans ce qu'on appelle l'industrie de la reproduction, dont d'ailleurs l'État d'Israël est la capitale mondiale, puisque c'est là que sont développées toutes les techniques en fait, de manipulation du vivant, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles d'ailleurs c'est aussi la capitale du trafic d'organes. Donc il y a vraiment un boom, si vous voulez, économique de ce côté-là. Et donc je reviens, il y a une autre stérilité mentale. Stérilité mentale par éco-anxiété, stérilité mentale par... Donc éco-anxiété, ce sont ces couvertures où l'on voit, par exemple, je pense à un magazine en Allemagne, mais on a les mêmes en France, hein. J'ai vu cette couverture tellement de fois que les couvertures se télescopent, mais je me souviens de ce titre en Allemagne, on voyait un petit enfant sur la couverture, il y avait écrit... quelque chose du genre, est-ce que en gros, c'est pas un climat killer, un tueur de climat. Voilà. Donc éco-anxiété chez les jeunes générations, incapacité en fait à la rencontre, incapacité à la rencontre des hommes et des femmes par le poison du féminisme, incapacité à la rencontre aussi par l'incapacité dans beaucoup d'endroits. Je pense à des pays comme l'Espagne ou l'Italie, encore qu'en France la situation soit guère plus brillante, mais c'est plus flagrant encore en Europe du Sud, par le phénomène des tanguis. Hein, les tanguis, des gamins de 30 ans qui habitent chez papa-maman et qui en fait sont dans l'incapacité de nidifier, de fonder un foyer. Chômage endémique, etc. Tout ça évidemment ne pousse pas à la confiance et ne pousse pas à la nidification, à la reproduction. Donc vous voyez, il y a cet aspect aussi de stérilité mentale. Alors évidemment, je dirais accessoirement, mais le culte de l'homopholie du LGBTQIM+, n'y est pas pour rien, puisqu'on a à peu près 4% de la population qui en serait affectée, même si les statistiques, j'en ai encore publié une il y a quelques heures, aux États-Unis, ce sont 20% de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont juste avant l'an 2000, hein, ceux qui sont nés, on va dire, entre 90 et 2000, les Z sont 20% à être quelque chose LGPD, quoi. Donc là, vous choisissez les lettres de l'alphabet, les couleurs, voilà. Donc ça fait quand même du monde, hein, 20%. Alors évidemment, ça c'est encouragé parce que l'objectif c'est réduire le volume du troupeau. Vous voyez, on est encore dans cette idée que il faut réduire le nombre. Plutôt faire de la Vendée un cimetière, plutôt que de renoncer à la gouverner selon nos vues. Je cite, je paraphrase l'expression de Westermann. C'était Westermann ou si ce n'est lui, c'était son frère, devant l'Assemblée de la Convention nationale.
Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que cette culture de mort n'est pas le fruit d'un phénomène naturel. Ce n'est pas... Alors, on peut dire, si vous voulez réintroduire de la complexité, on peut dire c'est la modernité, c'est l'individualisme, donc en fait c'est l'effet de la philosophie libérale, ou du socialisme. On peut aller par ce chemin, on peut essayer d'expliquer, si vous voulez, par l'histoire des idées, ou même par l'histoire des mœurs. Je laisse de côté les idées. Si on accepte, et je le fais bien volontiers, cet adage que je tiens de Laurent Ozon, qui disait que le robinet d'eau chaude a fait plus pour le libéralisme, pour l'individualisme, si vous voulez, que toute l'œuvre d'Adam Smith, je le concède bien volontiers. Et donc on pourrait mettre ça sur le compte, si vous voulez, de notre façon de vivre, qui elle-même transformerait notre façon de voir la vie. Bien sûr que nous avons une part de responsabilité. Bien sûr qu'il y a une part, je dirais, une part même importante du fait des choix des populations. Mais il y a plus. Parce qu'en réalité, vous voyez, les sociétés ne changent pas, les sociétés ne changent pas toutes seules. Pour vous donner un exemple, vous voyez, dans l'Égypte ancienne, si vous prenez une trentaine de dynasties d'affilée, la seule chose que vous verrez varier, c'est la longueur des jupes, des scribes sur les représentations. Voilà. Les populations sont quand même de tendance très conservatrice, spécialement quand elles ont pour principale activité l'agriculture, parce qu'elles sont rythmées par le rythme des saisons, le rythme de la vie liturgique, et rien ne ressemble plus à une campagne européenne qu'une autre campagne européenne. Pour vous donner un exemple, le philosophe, son nom va m'échapper comme à chaque fois que je veux le citer, le philosophe ardéchois, le philosophe paysan ardéchois, Gustave Thibon, merci. Vous voyez, ça ne manque jamais. Gustave Thibon racontait, dans les années 50, que la vie à la ferme, que lui a connue, était moins différente que ce qui est raconté dans les travaux et les jours d'Hésiode, que la vie qu'il voyait se développer sous ses yeux, si vous voulez. Et ça, ce n'est pas un phénomène naturel. On n'est pas passé d'une France agricole à une France qui compte aujourd'hui moins de 1 300 000 agriculteurs, alors qu'elle en comptait 4 millions quand je suis né en 1980, par le fruit du hasard. C'est le fruit de politiques publiques, c'est le fruit d'une intentionnalité. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Si vous dites, non mais monsieur Carr, on a bien compris, vous nous amenez avec vos trucs conspirationnistes. Ok, j'ai une question pour vous. Expliquez-moi, c'est une question ouverte d'ailleurs pour tout le monde, c'est un défi lancé à tous les intellectuels de la dissidence, je mets là-dedans tout le monde. Que chacun se sente très libre de me répondre par écrit, par oral, par tweet interposé, sur Telegram, par pigeon voyageur. La question est la suivante. Comment expliquer qu'il se produisent les mêmes phénomènes sur toute la surface de ce monde développé dont je vous ai parlé tout à l'heure, Afrique australe, Océanie, Amérique du Nord et vieille Europe? Comment l'expliquer? Alors là, on pourrait me dire, ah ben justement, c'est la preuve que c'est comme, je sais pas moi, le changement climatique ou les lois de la physique, si vous voulez. C'est un phénomène naturel. Ah, ça c'est intéressant. Ça, ce serait vraiment une chose très intéressante, une chose très curieuse, parce qu'il y a certains phénomènes qui ne se produisent pas ailleurs. Par exemple, l'immigration génocidaire de remplacement qui se produit en Europe n'a pas cours au Japon. Alors ça commence tout doucement, parce que personne, enfin on vit tous sur la même planète, hein. Donc personne n'est à l'abri, mais c'est le fruit de politiques publiques intentionnelles. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que si tous ces aspects de la culture de mort se sont développés depuis 230 ans sur notre sol, si nous avons été les premiers Palestiniens de l'histoire du monde, et que nous le sommes encore 230 ans après, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous souffrez, c'est parce que c'est ça en fait. Le gilet jaune, par exemple, ça commence par une souffrance. Et par une insurrection, pour moi une insurrection d'abord de l'âme. Même si bien sûr on se souvient tous de l'épisode du coco à 1,80 €, qui était la raison de notre sortie dans la rue, on sait tous qu'en fait c'était un ras-le-bol. Et moi j'ai entendu parler de ça pendant des années, dans les réunions politiques, dans les bistrots, partout. Tout le monde disait, non mais il faudrait quand même un jour on se donne tous rendez-vous et qu'on leur rentre dedans. Hein, j'ai entendu ça 1 milliard de fois. Bon, on a fini par le faire. Ce que je veux dire, c'est que le gilet jaune, avant qu'il ne sorte de chez lui, il sent, il souffre.
Ce que je voudrais dire à ceux qui souffrent et qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leur souffrance, c'est que les souffrances qui sont celles de vos vies, séparation, divorce, faillite, endettement, difficulté à boucler les fins de mois, difficulté à faire ce que vous voudriez pour vos enfants, etc. Comment dirais-je, abandon par les institutions scolaires, le sentiment que vos enfants ne répondent plus, etc. Tout ça n'est pas uniquement de votre faute. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable de vos vies. Vous l'êtes. Mais il se passe des choses qui vous échappent. Et ces choses qui se produisent de la souffrance dans vos vies concrètes. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas polémique. Mon ancien associé et ami était dyslexique. Donc on faisait des conférences sur la question scolaire, sur la question de l'instruction, la transmission des savoirs, la méthode globale, la méthode semi-globale, la méthode syllabique. Vous voyez? Alors, même nous, si vous voulez, il a fallu qu'on prenne le temps d'y réfléchir, de se rendre compte que lui avait été une des victimes d'une politique publique qui consistait à détruire la transmission de la lecture et de l'écriture à l'école. Voilà, là on tenait une victime concrète, un exemple concret. Voilà, là on tenait quelque chose. Eh bien c'est pareil pour tous les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Ces pathologies sociales sont le fruit de politiques publiques. Les gens se désintéressent de la politique, ils n'ont pas compris. Alors ça c'est la grande escroquerie, c'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas démocrates. Enfin, pas démocrate, en tout cas sans qualificatif. Va falloir tout de suite qualifier la chose, parce que si c'est juste la démocratie représentative, c'est-à-dire donne-moi ta montre, je te dirai l'heure, non, je ne suis pas démocrate. Nous ne le sommes pas, parce que ça, c'est la grande escroquerie. L'idée, c'est que si vous ne vous occupez pas de la politique de toute façon s'occupera de vous. Alors, le problème que nous avons, c'est que nous ne pouvons pas non plus convaincre les Français un par un. On ne peut pas, vous voyez ce que je veux dire, les agréger un par un, c'est impossible. D'abord par la disproportion de moyens, la modestie des moyens dont nous disposons aujourd'hui, et puis pour une autre raison que j'ai déjà expliquée devant vous, mais qui mérite quand même d'être rappelée, c'est que le peuple, ça n'existe pas. Le peuple, ça n'existe pas. La seule portion du peuple à laquelle nous sommes appelés à nous adresser, ce sont les réfractaires. Le reste, c'est le cheptel. Le cheptel ne change pas. D'ailleurs, les réfractaires non plus. On ne peut pas transformer un réfractaire en cheptel, et inversement. Donc vous ne pouvez pas réveiller les moutons. Votre mission à vous, c'est réveiller les lions. C'est tout. Les lions représentant déjà 20% de la population, c'est considérable. Avec 20% de la population, on gouverne un pays. Avec 20% de la population, on constitue des blocs de gouvernement, ce qu'on peut appeler un bloc historique. Et donc, il n'y a aucune raison de faire autre chose, si vous voulez. Ne perdez pas votre temps à convaincre même les gens que vous aimez, qui ne sont pas des réfractaires. Vous commencez à avoir des signaux. Comment ont-ils réagi aux injections létales? Comment ont-ils réagi au confinement? Comment ont-ils réagi au masque? Voilà. Ensuite, comment ont-ils réagi au moment des gilets jaunes? Vous voyez, vous commencez à avoir des indices. Si les gens proches de vous ne réagissent pas favorablement à ces stimuli, c'est que ce ne sont pas des réfractaires, laissez tomber. Ne perdez pas votre énergie, ne perdez pas votre temps. Maintenant, revenons à notre histoire de la culture de mort. Il s'est produit, évidemment, vous le savez, c'est une des raisons aussi pour laquelle nous sommes réunis ce soir, un événement absolument cataclysmique, en réalité, cataclysmique. Le 21 janvier 1793, lors de l'exécution, après un procès complètement trafiqué, complètement truqué, si vous voulez, qui d'ailleurs, je le dis par parenthèse, puisqu'il y a eu la victime, il y a la victime expiatoire de Louis XVI, mais on a tué aussi tous ses avocats. Ça vous donne des... Vous voyez, ça éclaire les situations de certains avocats qui nous ont aidés, qui ont résisté, etc. Alors quand je pense, moi je ne vais pas donner de nom, parce que ça donnerait des indications à la police, mais voilà, je pense à une avocate flamboyante, brillante, qui a fait de la garde à vue pour avoir défendu son client. Bon, ça, alors, on pourrait dire, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau dans le sens où le régime s'était un peu calmé sur ce genre de procédure, vous voyez, mais elles ont toujours existé. Et quand le besoin s'en fait sentir, le régime a recours à ce genre d'expédient. C'est ça que je veux vous dire. Et ce n'est pas nouveau. Je reviens donc au cas des avocats de Louis XVI qui ont été conduits à l'échafaud avec lui. Bon, c'est à la fois un honneur et quand même un... Bon, faut avoir froid dans son métier. Hein. Bon. Louis XVI, lorsqu'il est assassiné, après ce procès truqué, vous disais-je,
Mais là aussi, il nous donne beaucoup d'indications. Alors, la justice n'a jamais bien fonctionné. Hein. Il suffit de se référer à la fois aux caricatures, aux écrits. Oui, enfin, la littérature est pleine de récriminations contre les tribunaux d'Ancien Régime. Leur corruption, leur lenteur. Bon, on y est, quoi. Bon, ça j'ai envie de dire, ça change pas. En revanche, ce qui est différent, ce sont des décisions qui ont la force de la chose jugée et qui déboutent des parents, par exemple, enfin des mères protectrices, enfin le plus souvent des mères protectrices d'enfants qui font l'objet d'abus, soit de leur père, soit de proches, et qui parfois sont commercialisés dans des réseaux de prostitution, souvent liés à des sectes. Et bien là, c'est pareil, on assiste à des décisions de justice qui sont à proprement ahurissantes. Alors on se dit, mais c'est bizarre, parce que tout fonctionne, vous voyez, les feux rouges fonctionnent, les policiers font la circulation, on prend des amendes, donc voilà, si on fait une faute de stationnement, on prend une amende, donc en principe, tout le monde a un peu l'impression que le système fonctionne à peu près, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas que le système judiciaire, ou voilà, on va dire de l'ordre public fonctionne à peu près comme ça. Non, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser justement aux cas limites, aux cas qui dévoilent la vérité du système. Et la vérité du système, c'est que ces affaires d'enfants, dont on punit véritablement les mères, qui sont parfois même emprisonnées, ou psychiatrisées, alors qu'elles protègent leurs enfants, et que tous les éléments, si vous voulez, sont sur la table, parce que ça, les mères sont réduites en fait à ouvrir le dossier, si vous voulez, devant nous, et argumenter, montrer les fautes de procédure, les mensonges, les tromperies, les cas surabondent. Là, c'est pareil. L'affaire Louis XVI devrait interdire à quiconque de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est ce genre d'expression qu'on entend souvent dans la résistance. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Eh bien, moi, je fais le pari contraire, mes amis. Moi, je fais le pari contraire. Je vous demande d'examiner cette possibilité pendant quelques minutes. Je fais le pari qu'un système produit les résultats pour lesquels il est fait. C'est-à-dire que si les mères de famille sont déboutées en défense de leurs enfants, si les paysans en sont réduits à inverser les panneaux à l'entrée de tous nos villages, pour manifester justement que tout marche sur la tête, ce n'est pas l'accumulation de centaines de milliers, de millions, de milliards d'incompétences, de malchance, mais que c'est un système. Et que donc c'est une intention. Et que donc il n'y a pas lieu, si vous voulez, d'essayer de réformer ce système. Il n'y a pas de réforme possible. Et il n'y a pas non plus lieu de s'en plaindre. Vous voyez, parce que c'est un système. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous, un condamné à mort, vous voyez, s'avancer devant le bourreau et lui dire quand même, ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être mieux organisé. Non, non. Là, vous allez à la mort, vous voyez, c'est ça le projet, c'est ça le plan. Vous voyez, on ne réforme pas ça. On le renverse. Là, nous sommes sous les auspices de nos amis corses qui nous reçoivent, sans en dire trop. Voilà. J'apprécie le style. Moi, j'aime bien le style corse. Vous voyez, quand il y a un problème, c'est les hommes d'action. Ils agissent, ils ne se laissent pas faire. Au moins, eux, je dirais, ils ne se posent pas les questions qu'on se pose sur le continent. Les choses vont... Voilà, c'est rapide. La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Ce système ne dysfonctionne pas. Ce système marche sur la tête. Donc, les paysans ont 1000 fois raison de renverser les panneaux à l'entrée de nos villages et de nos villes. Le système marche sur la tête. Mais ce n'est pas le fait d'un dysfonctionnement. Il fonctionne conformément à sa fin, qui est votre mort. Il y a bien des façons de tuer les gens. Le mieux, évidemment, étant de les tuer sans que si vous voulez, le crime parfait, ce n'est pas le crime où on fait disparaître l'arme du crime. Le crime parfait, c'est plutôt le crime, oui, où l'auteur est introuvable. Le mieux, c'est, vous voyez, vous tuez quelqu'un, vous laissez le cadavre là, vous laissez l'arme là, il n'y a pas d'empreinte, voilà, insoluble. Et vous balancez, limite, un sac
d'aspirateurs, vous voyez, avec 20 000 samples ADN différents. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est pas enlever les pistes du meurtrier, c'est d'en rajouter tellement qu'en fait on ne sache plus qui est l'auteur. Exemple, jacobins, libéraux, euromondialistes, néoconservateurs, khazars, maçons, illuminati, je ne sais pas quoi. Voilà comment on perd une résistance qui peut passer, moi je l'ai fait, des années à essayer de comprendre. Alors que, évidemment, la vérité est là qui nous crève les yeux. Prenons quelques indices. Cherchons, on va faire une petite enquête. Qui a tué Louis XVI? Qui a tué Louis XVI? Eh bien, mettons-nous en quête justement de ceux qui ont tué Louis XVI. On va remonter la piste. On sait que ce sont des conjurés, c'est une conjuration, puisqu'elle a été, on va dire, mise à jour en 1787, lors d'un événement accidentel, un véritable événement de la providence divine. Hein. Un messager des Illuminés de Bavière, de la secte des Illuminés de Bavière, a été frappé par la foudre. Et c'était un courrier. Voilà, il a été à bord d'un cheval chargé de courrier de la secte à destination de différentes loges qu'ils avaient eux-mêmes infiltrées, parce que les loges maçonniques étaient une société secrète, mais elles étaient elles-mêmes infiltrées par les Illuminés de Bavière. Et ils avaient juré la mort de Louis XVI, on l'a su après par des confidences de gens qui avaient assisté à un convent et qui avaient juré la perte de Louis XVI. Alors, là on a la loge, ensuite les Illuminés, si vous voulez, un peu plus haut, qui sont eux-mêmes comme des parasites à l'intérieur de la loge. Et pour le compte de qui agissent-ils? Alors, on va remonter la piste. Les Illuminés de Bavière, vous avez compris, la Bavière, donc ça n'a rien à voir avec la Bavière en tant que telle, hein, c'est juste l'endroit où ils se sont développés. Ce n'est pas l'autorité bavaroise, je veux dire, qui était à la manœuvre. Mais on va en retrouver beaucoup de liens avec l'Angleterre. Alors, il y a un très très bon livre qui s'intitule Toutes les questions, je cite de mémoire, toutes les questions que vous vous êtes posées sur l'histoire de France et auxquelles on n'a jamais répondu, fait par un médecin, un chirurgien, qui a dans ce livre documenté dans les archives anglaises les preuves, vraiment les liens organiques entre certains courants révolutionnaires et la couronne britannique. Alors évidemment, là ça y est, j'y suis, on a une piste géopolitique. Donc la Révolution française s'explique par, on va dire, la concurrence, l'hostilité de l'Angleterre à l'égard de la couronne française, qui, par exemple, s'est manifestée au grand jour au moment des guerres américaines, au moment des guerres d'indépendance américaine. Eh bien, on peut dire ça. C'est un niveau de lecture. Mais quand on creuse encore, on s'aperçoit en fait que la couronne britannique elle-même a été, on pourrait dire, hijackée. Ce sont des sortes de pirates de la couronne, si vous voulez. La couronne britannique, la banque Rothschild, par exemple, très présente dans les guerres, ce qu'on appelait la glorieuse révolution anglaise, est très présente. Je vous en disais un mot tout à l'heure. Guillaume d'Orange, Cromwell. Là, Cromwell, on a un cas très intéressant de pré-jacobinisme. C'est une tyrannie, exactement comme les Jacobins, une tyrannie laïque, même si elle prétend s'inspirer de l'Évangile, enfin de l'Ancien Testament plutôt. Elle est sanguinaire, elle va détruire l'Irlande, elle va occuper l'Irlande et commencer à mettre en œuvre sa destruction, et là on commence à avoir quelques indices. Par exemple, une des armes qu'emploie Cromwell, et donc la banque Rothschild, dont il est un des hommes de main, c'est la famine. La famine. Pratique qu'on va retrouver des siècles plus tard au Bengale. Sous la direction de M. Churchill, on va, alors que l'Inde, qui était un pays désorganisé, que ce n'est pas permis, hein, vous imaginez comment c'est, enfin, l'Inde, voilà, c'est le désordre avec un panneau écrit Inde dessus, quand même. Hein, voilà. Donc, mais ils arrivaient quand même à se nourrir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sous la direction britannique, hein, donc ingénieurs, Eton, Oxford, blablabla, ils vont réussir l'exploit d'avoir des millions de morts indiens par la faim. Étrangement, on va avoir la même chose au XIXe siècle en Irlande. Alors on va parler, voilà, de la maladie de la pomme de terre, etc. Bon, on peut l'expliquer comme ça, mais je crois qu'il faudrait plutôt essayer de chercher, voir s'il n'y aurait pas d'autres cas de famine politique, de famine intentionnelle,
Alors là, on remonte la piste, et on voit, il y a eu quelques cas. Il y a eu un cas, par exemple, dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire. Moi, j'ai passé tout mon lycée, pourtant, dans des institutions privées. Pas une ligne dans les livres d'histoire sur la famine pratiquée en Ukraine, et enfin, dans l'ouest de la Russie, pardon, dans la vallée du Don, par le pouvoir bolchevique, qui aurait débouché, on ne sait pas, là c'est pareil, c'est un peu comme en Vendée, si vous voulez, il y a des fourchettes hautes, des fourchettes basses, il y a ceux qui parlent de 4 millions, et ceux qui taquinent parlent de 6 millions de chrétiens assassinés par les bolcheviques. Et alors là, il faut se référer à ce que dit Solzhenitsyn, qui est un grand russe, c'est pas un Ukrainien, hein, c'est un grand russe. Je pense que s'il était là parmi nous aujourd'hui, il dirait qu'il soutient à fond la politique de Poutine, que voilà, il faut que l'Ukraine réintègre la grande mère patrie, etc. C'est un peu cette veine-là, si vous voulez. Pourtant, il n'est plus enseigné dans les lycées de la néo-Union soviétique, là, de Vladimir Poutine, parce que justement, il dit trop de bien de ses camarades ukrainiens qu'il a rencontrés au Goulag. 4 millions de morts par la famine. On ne sait pas combien de dizaines de millions de morts au Bengale. Les Irlandais, c'est une chose aussi qui a été pratiquée comme une arme de guerre. C'est une arme de guerre qui est revenue pourtant, elle est prohibée par toutes les aires civilisationnelles, que ce soit dans l'islam, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, enfin, chez tout le monde, l'arme de la famine est prohibée, si vous voulez. Et là, on assiste à l'emploi de méthodes considérées comme immorales dans l'art de la guerre, qu'on va retrouver aussi d'ailleurs dans les guerres de Vendée. On va retrouver les méthodes des colonnes infernales des guerres de Vendée, qui sont véritablement le nom dit tout, hein, des colonnes infernales, c'est-à-dire elles brûlent tout sur leur passage, elles tuent femmes et enfants, elles écrasent le crâne des bébés sous le sabot des chevaux. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le racontent. Hein, c'est Westermann qui raconte ça à la Convention nationale. Je l'ai enterré sous les sabots de mes chevaux dans les marais de Savenay, dit-il. Ils vont faire la même chose en Algérie. Les mêmes hommes, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que les gars qui étaient des piétons dans les colonnes infernales se retrouvent officiers au moment de la conquête de l'Algérie. Et après, après on s'étonne qu'il y ait des contentieux entre la France et l'Algérie. Je pense encore à nos amis corses. Les Corses, souvent, ou d'autres provinces, disons, françaises, ou en tout cas qui faisaient partie de la famille française, sous la protection de nos bons rois, souvent utilisent l'expression « la France nous a fait du tort », etc. etc. J'entends ça aussi dans la bouche, par exemple, de certains Algériens. « La France nous a fait du tort ». Moi, je pose la question, et si c'était autre chose? Si c'était autre chose. Et si on se mettait d'accord pour dire que c'est la République qui nous a fait du tort à tous? Continuons notre petite enquête. Louis XVI est donc assassiné, mais pas de n'importe quelle façon. Il est décapité. Or, si l'on s'intéresse un peu à la symbolique de ce que c'est que la décapitation, il y en a plein la littérature, hein, vous trouvez ça dans la littérature dès le Moyen-Âge, hein, par exemple, quand on ordonne un chevalier, enfin, je ne sais pas quel est le mot exact, mais quand on initie un chevalier dans la chevalerie, on lui donne un grand coup, on lui fait ce qu'on appelle une accolade, donc on donne un grand coup, si vous voulez, sur la nuque, pour symboliser une sorte de mort, voilà, une mort symbolique, si vous voulez. Il meurt à son adolescence, il meurt à son enfance, et il accède à l'âge adulte, et il devient quelque chose d'un peu spécial, qui est le chevalier, c'est-à-dire celui qui est au service de la veuve et de l'orphelin. Je vous dis, il y en a plein dans la littérature, de la symbolique, on trouve ça aussi dans la littérature nordique, donc c'est pas un motif nouveau, hein. On connaît la symbolique de la décapitation. Caput, la tête, le roi, donc en fait c'est la coupure du principe. On coupe le principe, d'ailleurs c'est très clairement dit, je me demande si c'est pas Robespierre ou Saint-Just, là j'ai un doute, mais au moment du procès de Louis XVI, les Jacobins, encore affonés, vont dire très clairement, très explicitement, que le projet de l'assassinat de Louis XVI ne consiste pas à juger un homme et ses crimes personnels, mais qu'on juge bien une institution, un principe. Comme dirait Joseph de Maistre, qu'on juge un talisman. Quand on regarde par exemple ce que c'était que la symbolique du sacre des rois de France, il y a d'ailleurs, au moment du sacre, on accole du Saint-Crème au creux des deux épaules, évidemment sur le front, etc. Enfin, il y
il y a tout un aspect symbolique et je dirais presque religieux, puisque en fait, le roi de France était également évêque du dehors, il portait l'anneau des évêques, il était aussi, il a différents titres religieux, et il a une fonction, sinon religieuse en tout cas, il est une sorte de paratonnerre pour la nation. Vous voyez, quand les récoltes sont mauvaises, quand le climat est mauvais, souvent dans le royaume de France, comme ailleurs d'ailleurs, ça grondait contre le pouvoir. Parce qu'on partait du principe que le roi, d'une certaine manière, est une sorte de trait d'union entre le monde des hommes et le monde divin, le monde d'en haut. Et que donc, si le climat, par exemple, nous fait payer par sa rudesse une année ou une autre, voilà, de mauvaises récoltes, de choses qui ont pourri ou que sais-je, d'une certaine façon, au bout d'un certain temps, les gens se tournent vers les autorités publiques. C'est très français, ça d'ailleurs, hein, vous remarquerez, c'est très très enraciné dans la culture française. On se tourne vers l'État, là pour le coup vers le roi, et on lui demande de rendre des comptes de sa fonction régulatrice des influences venues d'en haut. Alors essayons de comprendre que quand les révolutionnaires choisissent de couper la tête du roi, ils ne font pas ça au hasard. Il s'agit véritablement d'un sacrifice rituel qui a pour but de décapiter la nation. Et d'ailleurs, il y a des paroles de Louis XVI qui font écho avec l'Évangile. Hein. Louis XVI dit que mon sang ne retombe pas. Après, la Savoie est couverte par les tambours de la garde qui est là. Mais les dernières paroles, c'est qu'il souhaite que son sang ne retombe pas sur les Français. Parce que je vous rappelle quand même que d'abord, ça c'est un crime qui est extrêmement grave. Sur le plan individuel, quelqu'un qui se rend coupable d'un régicide sous l'Ancien Régime était écartelé. C'est un des pires châtiments possibles, imaginables. Hein, écartelé, c'est-à-dire on attache à 4 chevaux différents et on en fait 4 morceaux différents. Le régicide, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Ce n'est pas seulement un régicide, c'est aussi un parricide, parce que le roi de France était également le père de la nation, donc, mais littéralement le père, c'est-à-dire que il allait, à la différence de Giscard d'Estaing, il n'allait pas jouer de l'accordéon chez les gens, mais il était, là où était le roi, était la capitale. La capitale, la tête. Couper la tête du roi, c'était priver la France de sa tête. C'est-à-dire, en fait, de sa capacité à comprendre ce qui lui arrive. J'y viens. Je reviens là-dessus tout de suite. C'est un sacrifice, je vous disais-je, rituel. C'est presque c'est comme un sortilège, si vous voulez, qui est lancé sur la France. Ce sera si grave qu'un auteur comme Balzac dira que le jour où Louis XVI a été décapité, c'est tous les pères de famille qu'on assassine. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a une cohérence interne au régime et qu'à partir du moment où le roi, on peut abattre les rois, on peut aussi contester l'autorité des pères. Je crois que c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, la notion de bon père de famille a disparu du code civil. Et donc forcément, logiquement, je dirais par suite logique, si vous enlevez la notion de bon père de famille, vous aurez aussi la disparition d'une notion comme bonne mœurs. Et donc en fait, ce qui se produit, encore une fois, n'est pas un dysfonctionnement, mais les conséquences naturelles d'une révolution, c'est-à-dire d'un système qui a décidé de marcher sur la tête. C'est ça, une révolution. C'est inverser les principes. La révolution ne réside pas d'abord et essentiellement dans le changement de régime ou même dans la mort de Louis XVI, qui, comme je vous le disais, est un phénomène historique extrêmement grave, mais qui reste un épiphénomène. La révolution consiste essentiellement dans le transfert de la souveraineté de la personne du roi dans la nation. C'est-à-dire, c'est mettre ce qui est en haut, en bas. Et donc il est logique, à partir du moment où Louis XVI était assassiné, c'est-à-dire que symboliquement tout ce qui était en haut est abattu, que tout ce qui était encore debout finisse par s'effondrer. Vous voyez, c'est comme un principe en architecture. Vous enlevez la clé de voûte, la cathédrale finira par s'effondrer. Par la force même, du rapport de force interne à la société. Ça ne tiendra pas. Alors si en plus à ça vous ajoutez tous les poisons que je vous ai dit, ça mettra du temps, ça mettra 230, 250 ans. Je pense en particulier à un poison très grave, qu'on a vu d'ailleurs émerger au moment de la Révolution française, avec Olympe de Gouges, qui est le poison du féminisme, et qui en fait consiste dans la guerre civile entre les hommes et les femmes. C'est ça en fait le féminisme, hein. C'est le déclenchement de la guerre entre les hommes et les femmes, dont Aristote
qui était tout sauf un con, a dit qu'elle était l'échappatoire des tyrans, puisque à partir du moment où vous mettez la guerre dans les foyers, ben vous êtes tranquille, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors évidemment, à l'époque d'Aristote, je pense que les tyrans ne s'employaient pas à rendre la population stérile. Mais bon, on y arrive aussi très bien. Je veux dire, vous voyez, on peut dire que tout dysfonctionne, enfin que rien ne va, et pourtant les impôts rentrent, ils dominent, ils prospèrent. Voilà, la question en fait, c'est à partir de quand un système aussi toxique peut-il continuer d'aller de l'avant. Voilà. C'est un peu la question. 230, 250 ans, l'avenir nous le dira. Alors il y a un point que je voulais aussi aborder tout à l'heure, au moment où je vous parlais de Louis XVI, je vous ai dit, j'y reviens tout de suite. Ça va me revenir. Une chose est certaine, c'est que dans cette phrase de Balzac, quand il dit « ce sont tous les pères de famille qu'on assassine », l'histoire n'a fait que donner raison à Balzac. Rien ne tient debout. Et donc dire qu'on est royaliste, d'une certaine façon, c'est une manière de dire, c'est une manière rapide de dire aux gens ce que l'on pense en fait sur à peu près tous les sujets de société. Vous voyez ? Comme moi je disais aux gens, je suis royaliste, c'est une manière de dire, je suis pour l'autorité du père de famille dans son foyer, parce qu'il vaut mieux un chef mauvais que deux bons, je suis contre le divorce, je suis contre l'avortement, je suis contre... voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en fait le retour à la civilisation telle que nous l'avions reçue non seulement de l'Évangile, mais d'Athènes et de Rome. Parce qu'en fait c'est la nature, et je conclurai par ça, c'est maintenant la nature qui est en danger, la nature. Elle est en danger de deux façons, je vois deux façons dans lesquelles elle est en danger. Je parle de la nature comme étendue, c'est-à-dire là où vivent les poissons, les oiseaux, les animaux. Cette nature-là, l'étendue, est en danger du fait que nous sommes justement dans un système qui ne connaît aucune limite, et par là même ne connaît par exemple aucune limite à la pollution, et qui donc empoisonne non seulement, comme je le disais tout à l'heure, l'eau, l'air et la nourriture, mais rend même toute vie humaine, sinon impossible, en tout cas très difficile. Très difficile. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cœur de cette insurrection contre l'ordre des choses, cette volonté d'abattre ce qui est haut en haut pour le mettre en bas, ce renversement de toute chose, c'est aussi le renversement de la nature humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la nature humaine et la nature de chaque chose en fait qui est attaquée en elle-même. C'est-à-dire c'est le refus des conditions concrètes de l'existence. Il n'y a que deux sexes. Il n'y en a que deux. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Et donc je vous encourage à ne pas, même si ça m'arrive comme à tout le monde, de faire des impairs, si vous voulez, dans le terme de vocabulaire, mais on ne doit pas parler par exemple de transition de genre, ça n'existe pas, c'est une stérilisation par mutilation. On ne change pas de sexe. On peut vous mutiler, on peut vous transformer de bien des manières. D'ailleurs, c'est vous qui payez. Hein. J'ai appris cette semaine que ça coûtait 30 000 € à peu près, chaque opération. J'ai fait ma petite enquête pour savoir. J'ai regardé sur Google quelles sont les cliniques qui pratiquent ces choses, qui pratiquent la stérilisation sur les adolescents. Mais elles sont des centaines en France. Donc, ça veut dire qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de clients. Encore une fois, à vos frais, parce que tout ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. L'avortement est remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire un avortement que de changer de paire de lunettes. Alors, là encore, les gens diront, mais non, mais tu exagères, tu essaies de faire des bons mots, etc. Mais c'est la stricte vérité. Et donc, encore une fois, je vous le redis, cessez de penser que ce système dysfonctionne. Ce système fonctionne à merveille. Il est là pour vous détruire, pour vous appauvrir, pour vous stériliser, pour réduire le nombre du cheptel. Alors là, j'entends le cheptel entendu comme tout le monde, c'est-à-dire vous, le bétail, pour prendre un autre mot, parce que cheptel vraiment désigne les endormis, quoi, si vous voulez, les moutons. Le bétail, vous, même les lions que vous êtes, faites partie du bétail aux yeux de cette élite, qui vous fait la guerre depuis 5000 ans. Pas depuis 1788. Ils n'ont pas, ou 87, ils n'ont pas décidé ça dans une université d'Ingolstadt en Bavière. Non.
C'est une guerre millénaire contre toute l'humanité. Et c'est... je vais vous en donner un exemple. Nous parlions de la banque. Je vous parlais de la Révolution anglaise, financée par les Rothschild. J'ai eu le déplaisir de découvrir, en lisant un très important livre, intitulé L'histoire des banques en anglais, History of Central Banking, donc en français, Histoire de la Banque centrale, sur la couverture de laquelle il y a plein de personnages, alors contrastés en matière de goût, enfin chacun y trouve ce qu'il veut, mais vous avez par exemple Kadhafi, Saddam Hussein, Adolf Hitler, quelques autres. Bon. Alors le premier chapitre, ou le deuxième chapitre de ce livre, c'est sur le premier résistant à la Banque centrale, qui a connu un sort tragique. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être ce personnage célèbre, C'est pas comme si je vous demandais un truc, vous voyez, sur l'histoire précise du syndicalisme à Lyon en 1880. Non, là, on parle vraiment de grands personnages historiques. Qui, selon vous, serait la première victime de la Banque centrale? Alexandre le Grand. Jules César. Donc, on n'était pas loin. Jules César. Jules César, Ide de Mars, en moins 44 avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de sottises, victime de la Banque centrale. C'est une guerre transhistorique. Cette guerre n'a jamais cessé. Elle a commencé au Jardin d'Éden, elle s'est déployée dans toute l'histoire. Je prendrai l'exemple d'un des maîtres de l'Action française qui était Bossuet, qui parle de ça dans son écriture sainte expliquée au prince. Il faut comprendre que l'histoire des hommes, c'est une histoire visible de choses qui se passent également dans l'invisible. C'est ce que dit saint Paul. C'est ce que dit saint Paul dans une de ses épîtres. Il explique que l'histoire des hommes, ce sont les signes visibles d'une lutte à mort. Ici, c'est l'arène. C'est une arène. Et l'enjeu, eh bien, c'est nous l'enjeu. C'est comme dans la guerre révolutionnaire, l'enjeu, c'est vous. Voilà, l'enjeu, c'est vous. C'est pas le terrain, c'est vous. Donc, quelle réponse apporter à cela? Parce qu'on ne peut pas se séparer sur simplement des constats. Quelle réponse apporter à ça? Eh bien, faire exactement le contraire de ce qu'attend l'ennemi. Exactement le contraire. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous soyons moins nombreux, que nous soyons malades, que nous soyons divisés, etc. Donc la première chose que j'encourage les jeunes gens, en particulier qui sont ici présents, c'est à faire des enfants, et en faire des enfants nombreux. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont déjà des enfants, faut en remettre un. Si vous en avez deux, faut faire le petit dernier, il faut faire le troisième. Si vous en avez quatre, faut construire une extension. On a des architectes et il faut faire le quatrième. Si vous n'en avez pas, faut faire des jumeaux. Voilà. C'est très important. Ne faites pas comme nos contemporains. Ne regardez pas à la dépense. Soyez généreux, soyez courageux. Choisissez avec soin vos parèdres. Choisissez avec soin vos épouses et vos époux. Prenez des réfractaires, parce que les couples mixtes réfractaires cheptels sont fragiles. Donc choisissez bien vos époux, vos épouses, et faites des enfants. Ce sera une immense défaite pour l'ennemi. Ensuite, essayez de faire des foyers généreux. Et en fait, il s'agit de refaire le programme de Charles Maurras. Quand il nous quitte en 1952, le maître écrit une lettre à son disciple infidèle, mais disciple tout de même. Enfin, en tout cas, il croyait en lui, le pauvre, pour la suite des affaires. Bon, il s'est bien trompé. Mais il lui écrivait cette très belle lettre où il conclut en disant qu'en gros, notre mission, c'est la construction de l'arche franco-catholique. Il faut construire l'arche franco-catholique. Et quand Maurras parle d'arche, il pense évidemment à l'écriture. Il pense, la référence littéraire qui vient à l'esprit, c'est évidemment l'arche de Noé. C'est-à-dire que là, il faut que vous compreniez que sans nous, nous sommes les derniers éléments. Je ne parle pas de ceux qui sont là. On est plein, rassurez-vous, on est plein. Ça y est, ça m'est revenu. Avant qu'on se quitte, il faut que je vous parle de ça. On est plein. Pas ce soir. Mais je préfère parler devant une cinquantaine de nos amis ici que de parler devant 5000 personnes comme j'ai vu François Fillon le faire à Porte de Versailles. Parce qu'en fait, de l'aventure Fillon, que reste-t-il? Rien. Mais de l'aventure de l'Action française, que restera-t-il? Les blés seront plus beaux. Voilà. Nous sommes des semeurs. Nous sommes des semeurs et donc,
je n'ai aucune crainte, j'ai le moral à 0, mais je n'ai aucune crainte sur la victoire. Je n'ai aucun doute sur la victoire. La victoire est certaine. La victoire est certaine et je vais vous dire pourquoi, et je vous ferai cette petite remarque méthodologique, mais elle est d'importance. Les résistants parlent toujours d'eux-mêmes comme s'ils étaient David, parce que c'est flatteur. David, il est là, il est tout petit, il a sa petite fronde, et il a affaire au gros Goliath. Alors quand on lit dans l'écriture cet épisode, c'est amusant, il dit, il est tellement grand qu'on doit être pour lui comme des sauterelles. Vous imaginez la taille du truc. Bon. Et on se dit toujours, nous on est le petit David, voilà, on est avec notre petite fronde, et on va le frapper en plein front, et on va réussir à détruire le WEF, donc le World Economic Forum, je sais pas moi, Bilderberg, les hurloges dont parle Pierre Hillard, etc. En gros, les gens se figurent le combat comme ça. Il n'en est rien. Vous n'êtes pas David. Vous n'êtes pas David. D'abord parce que David, c'est l'équipe d'en face. Vous n'êtes pas David. Non mais il faut que vous mettiez ça dans le crâne. Vous êtes Goliath. Vous comprenez? Vous êtes Goliath. Comment êtes-vous Goliath? Mais parce qu'on vous a coupé la tête. Comment est-ce que David détruit Goliath? En frappant en plein front. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui manque à la France? La France est un grand corps à la renverse. Qu'est-ce qui manque à la France? Des élites populaires qui incarnent, qui peuvent porter sa parole dans la sphère publique pour défendre le monde du travail, le monde des familles, le monde des provinces, le monde des pays comme celui qui nous reçoit aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qui manque à la France. Ce qui manque à la France, c'est sa tête. En coupant la tête du roi Louis XVI, ils nous ont fait le coup de Goliath. Et donc, nous sommes inorganisés. Vous voyez? Donc, mais ça ne doit pas être un sujet de désespérance. Parce qu'en fait, ces élites, elles existent. Elles existent, et vous en êtes. En fait, il faut que Goliath sorte de son sommeil. Vous voyez, comme dans Gulliver, il faut que Gulliver il n'a qu'une chose à faire, Gulliver, se lever. Moi, je l'ai vu lors des Gilets jaunes, mais je l'ai vu également lors de la manif pour tous. Quand vous avez 1,5 million de personnes dans la rue, ça dans Paris, 1,5 million, hein, c'est le calme plat. Bon, les Gilets jaunes, c'est un peu agité. Mais je veux dire, vous avez la force. Ce que je veux dire, c'est que le nombre a une force en lui-même. C'était une des leçons de Gandhi. Une des leçons de Gandhi, c'est ça. La non-violence, ce n'est pas l'absence de violence. C'est une violence contenue. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être violent, puisqu'on est là, on est chez nous, vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez confiance en vous-même, faites des enfants nombreux, voilà, faites beaucoup d'enfants, transmettez-leur la civilisation française et chrétienne, et j'ai envie de dire, ça se réglera de soi-même, parce que, comme le disait l'Écriture, il est si grand que nous devons être pour lui comme des sauterelles. Eh bien, voilà, on se débarrassera des sauterelles, et tout ira bien. Et France continuera, et civilisation continuera. Si le géant ne se réveille pas, et que nous continuons sur le chemin qui est le nôtre, et que nous n'arrivons pas à organiser la coexistence avec les masses de millions d'étrangers qui vivent déjà sur notre sol, dans un pacte de paix armée, hein, parce que la paix c'est toujours comme ça, mais nous devons, à mon avis, sur cette question, proposer le séparatisme, c'est-à-dire que chacun, pour éviter les conflits. Parce que ce que veut l'ennemi, c'est le mélange, parce que le mélange, c'est la conflictualité. Donc le mieux, c'est chacun chez soi, les vaches seront bien gardées, remigration ou séparatisme, ou les deux. Mais si nous ne faisons rien contre les campagnes d'invasion auxquelles la France et l'Europe tout entière, et tout le monde que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Afrique australe, Amérique du Nord, Océanie et vieille Europe sont confrontés, ce sera une nuit sans jour. Ce sera une nuit sans fin. Il faut que vous compreniez ça. La civilisation est menacée d'extinction. Alors on peut se dire, oui, on est quand même encore des millions, etc. C'est vrai. Mais la démographie est une science exacte. La démographie, c'est la seule science humaine exacte. Et donc on sait ce qui se produira dans 20 ans, dans 30 ans. Pour donner un exemple, là, aujourd'hui, les extra-européens en France représentent 50% des classes de moins de 20 ans. Il suffit de se promener à la sortie des écoles. Alors évidemment, on me dira, oui, mais ça ne résout pas le tout de l'affaire. C'est vrai, parce que le problème, c'est que ce qui est déraciné déracine, et que les Français sont très déracinés. Donc, évidemment, tous les problèmes sont...
tous les problèmes s'accumulent, si vous voulez. Mais ce que j'ai compris, ce que j'ai mis des années à comprendre, et je conclurai là-dessus, c'est que moi je croyais qu'il y avait 1000 combats à mener. Il fallait se battre pour la langue française, il fallait se battre pour la vérité historique, sur les guerres coloniales, sur le régime de Vichy, sur les croisades, sur l'Inquisition, sur le Moyen-Âge en général, qu'il fallait donc rétablir la vérité historique, qu'il fallait rétablir les langues régionales, qu'il fallait rétablir les libertés scolaires, qu'il fallait se battre pour la vie, qu'il fallait se battre contre le fiscalisme, qu'il fallait... Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a que 24 heures dans la journée. Comment on fait pour mener tous ces combats? Et ensuite, beaucoup plus tard, très tard, j'avais déjà 40 ans, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait qu'un seul combat. C'est juste qu'on est comme dans une citadelle, si vous voulez, et ça bataille sur tout le pourtour de la citadelle, sur tous les fronts. Mais il n'y a qu'un seul ennemi et qu'un seul combat. Donc c'est quand même beaucoup plus rassurant. Surtout quand on sait que la question, c'est une question de nombre. C'est une question de nombre, c'est une question démographique. Parce qu'encore une fois, la démographie, c'est le destin. Donc si c'est qu'une question de nombre, nous aurons raison d'eux. Il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut deux choses. Il faut que Goliath sache qui est David. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut mener la bataille où il le faut, c'est-à-dire que chacun d'entre vous se spécialise sur un sujet. Je pense par exemple à mon ami Projet Chaos qui est là ce soir. Bien lui, c'est un artiste organique de la cause. Il a choisi ce mode de combat. Vous aussi, vous pouvez avoir le vôtre. Est-ce que vous aimez la cuisine? Vous aimez le patrimoine? Vous aimez la littérature? Prenez un sujet, devenez spécialiste, devenez référent, devenez, si vous n'avez pas cette mission-là, devenez référent dans vos vies. Devenez délégué syndical, devenez délégué des parents d'élèves, devenez chef d'entreprise, devenez propriétaire, devenez, je ne sais pas moi, responsable de la milice des voisins vigilants près de chez vous. Devenez une référence. Vous devez être des cadres sociaux. Si vous ne prenez pas des responsabilités, vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, les solutions, elles existent. Visiblement, la résistance est en train de se doter progressivement d'une direction. On fait ce qui est en notre pouvoir. Je pense qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle les choses sont si difficiles, et je conclurai là-dessus. Vous le savez, l'Action française n'est qu'une école de politique. Elle est d'abord une école politique parce que sinon, on a vite fait de se perdre dans des considérations, disons, qui divisent d'abord, et puis ça concerne aussi le fort interne de chacun. Mais quand même, c'est une remarque que j'ai déjà faite, mais je dois vous le dire parce que je suis arrivé à cette conclusion un peu par la force des choses. C'est qu'on a parlé tout à l'heure de l'assassinat de Louis XVI. C'est un crime public. On a parlé de l'avortement. Ce sont des crimes publics parce que ce sont des choses qui sont admises par l'État, c'est-à-dire qui sont encouragées par l'État, qui sont remboursées par la société. On a parlé de l'homosexualité qui est affichée, l'immoralité, c'est-à-dire en fait la sodomie, affichée à la tête de l'État. Pardon pour les jeunes femmes et les enfants qui sont là, excusez-moi, mais il faut quand même se dire les choses. C'est ça, c'est l'immoralité la plus totale affichée au sommet de l'État. Ça, ce sont des crimes publics. Et le problème, c'est que Dieu ne peut pas assister à une solution si les Français ne font pas pénitence. Déjà, au plan naturel, ces actions publiques de réparation auraient pour mérite de faire comprendre à certains Français qu'on n'est pas tous d'accord avec ce système qui ne dysfonctionne pas justement, mais je dirais avec ce système dysfonctionnel par principe. Il faut commencer par expliquer aux Français que nous devons faire des actes publics de réparation. Nous devons attaquer nos ennemis là où ils sont faibles, c'est-à-dire dans tout ce qu'ils affichent comme étant la plus grande normalité. Je vous l'ai dit, avortement, crime contre les institutions que quand même l'histoire et la Providence nous avaient confiées, crime contre les enfants dans le sein de leur mère, crime contre la morale publique. Voilà, donc il faut faire des actions de réparation, même au naturel, c'est-à-dire faire comprendre aux Français qu'il n'y aura pas de réponse tant que nous n'avons pas fait un acte de contrition publique pour nos crimes passés. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de solution. C'est que les Français sont entêtés dans leurs crimes, ils en sont fiers. Eh bien, il n'y aura pas de réponse de la divine providence, il n'y aura pas d'assistance de la divine providence au combat, en tout cas, tant que nous n'aurons pas fait ces actes de réparation dans un nombre pas très nombreux. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux. Il faut juste qu'une portion remarquable du peuple français le fasse. Et je crois que c'est une des parties de ce qui manque, c'est cette assistance. Mais encore une fois,
C'est comme un père, beaucoup d'entre vous dans cette salle sont pères et mères de famille, vous savez comment c'est. Avant de passer à la suite, il faut d'abord que l'enfant demande pardon. Vous comprenez? Si nous ne faisons pas ça, je pense qu'il ne se passera rien. Voilà, et que la course à l'abîme continuera. Voilà, chers amis, malgré tout, je vous l'ai dit, je suis persuadé, j'ai la conviction intime de la certitude de la victoire, même si je vous avoue que parfois j'ai peur, parce que pour ceux qui sont en première ligne, je pense à des gens comme Yvan Benedetti qui est de nos amis, ou quelques autres, même à Laurent, à qui l'État ne manque pas de faire des ennuis comme à tout le monde. Parfois c'est difficile, et il arrive que l'on tremble, si vous voulez, un petit peu comme le Christ, même si évidemment je ne me compare pas à lui, je n'oserais pas, mais vous avez compris la métaphore. Même le Christ a tremblé au jardin de Gethsémani, vous voyez. Donc parfois il nous arrive de dire, Seigneur, si tu peux faire passer cette coupe loin de moi, fais-le. Et la répression s'accentue, pour tout vous dire. Par exemple, mon téléphone grésille, enfin je ne peux pas parler à ma famille sans, voilà, il y a toute la préfecture qui écoute. Donc c'est pas tous les jours facile, mais ne prenez pas ombrage des faiblesses humaines de ceux qui se font les porte-parole de la résistance. Ce n'est pas simple, mais soyez sûr d'une chose en tout cas, soyez sûr de la victoire, mais pour que cette victoire soit possible, et je conclurai là-dessus, n'oubliez pas la grande leçon politique de Jeanne d'Arc, il faut que les hommes d'armes combattent et Dieu donnera la victoire. Si vous demandez la victoire sans combattre, c'est mal poli. Hein, c'est mal poli de demander la victoire à Dieu sans combattre. Vous avez tous, et chacun d'entre vous, votre place sur la dentelle du rempart. Je vous remercie. Philippe Prévost, qui est là, qui m'a fait l'honneur, malgré son grand âge et le grand froid de ce jour, il nous a fait l'honneur de sa présence. Donc je voudrais qu'en retour, vous lui fassiez honneur aussi. Il vient de publier un important livre, me semble-t-il, sur la question de la laïcité, dont Clément Gauthier va vous dire un petit mot. Je compte sur vous pour le rejoindre à la table de signature juste après ce petit échange. Restez, on va boire encore un coup, si nos amis corses le permettent. Et je passe tout de suite la parole à notre président. Alors merci, cher Sébastien, d'avoir conclu sur cette belle figure de notre héroïne nationale, Sainte Jeanne d'Arc. Et nous nous trouvons avec Jeanne d'Arc à la jonction du politique d'abord et de la primauté du spirituel. Et je voudrais signaler que nous pouvons, à travers ce petit livre, Charles Maurras, du Félibrige au nationalisme intégral d'un maître aujourd'hui de l'action française qui s'appelle Philippe Champion, vous pouvez l'acheter, vous y retrouverez toutes les questions relatives au nationalisme intégral, à l'empirisme organisateur et à cette question particulièrement incomprise de certains traditionalistes qui est le politique d'abord. Deuxième livre, et Sébastien vient d'en parler, Vraie et fausse laïcité, de Philippe Prévost qui est aujourd'hui ici, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a l'avantage, ce petit livre, de remettre les choses à leur place parce qu'il ne faut pas, il faut arrêter avec cette confusion des genres entre le politique et le religieux. Alors pour ceux qui sont disponibles ce soir, nous nous retrouverons, un certain nombre d'entre nous, à la messe de Requiem pour Louis XVI à Saint-Eugène à 19h. Sébastien a parlé de cette nécessité de demander pardon. Donc je pense que nous pouvons nous retrouver à la messe de Requiem et demain à la marche pour la vie. Voilà, n'hésitez pas à prendre quelques journaux à la sortie et puis nous pouvons boire un petit verre. Merci à tous. Et puis bien entendu, Laurent, tu as peut-être porté quelques BD. Laurent, il faut vraiment connaître son travail. C'était vraiment magnifique. Voilà. Ouais, je peux ou bien? Dernière chose, on a mis une liste vous pouvez mettre votre adresse pour recevoir l'EcoDF, qui est le journal, gracieusement, on vous l'envoie. N'hésitez pas, hein. Il y a la liste qui est ici.
Ils viennent pas aujourd'hui. Administratif, pas entendu, le système il tombe sur la tête. Oui. Très bien. Ah, c'était excellent. C'était excellent. Tu l'as filmé? Ouais, voilà. Ah, c'est super. Tu l'as retrouvé sur Pas tous la même vue. Super, merci. Très belle intervention de M. K. Oui, ça va très bien. Ça tombe toujours. Ouais. Ah bah c'est bien. Je tiens à saluer tous les... On a eu un très bel exposé de M. K sur ce qui... Très bien, ça nous a vraiment... Ça vous a plu? Ouais, bah non, en plus, c'est une chose qui... Oui, ça m'a touché par la façon dont il a pu dérouler les choses. Ouais, puis je vous remercie Rémi d'avoir filmé cet entretien. Voilà, je vous remercie infiniment. Voilà. Et je vous dis, bon, là, pour tous les auditeurs, demain c'est le 21 janvier. C'est le jour où Louis XVI a été assassiné. Moi, personnellement, je serai pas en manifestation, bien sûr, mais je serai à 10h. On sera à 10h, certaines personnes, place de la Concorde, pour fêter, effectivement, pas pour fêter, mais pour se souvenir de... Comme l'année dernière. Voilà, comme l'année dernière.